Le top de 19h, les infos du soir sur Radio Sénégal. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le déplacement du couple présidentiel ce vendredi à Louga. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre de la 53e édition de la ziara annuelle de Thierno Mountaga Dahatal. Le maire de Médina et ses camarades de parti, soupçonnés dans l'affaire du saccage de la maison du Parti socialiste, vont passer le week-end au commissariat central de Dakar. Ils ont fait l'objet d'un nouveau retour de parquet. Augmentation du prix du ciment, une hausse de 3 000 francs sur la tonne due à une taxe de l'État. Les consommateurs n'apprécient guère. À suivre dans la deuxième partie de cette édition, les sports avec Benoît Badiane, le dossier société et la revue de presse de Aaron Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahim Assadi. Amadou Nicolas Thiam aux manettes. Une grande route pour désenclaver l'île à Morphil et Alouar, le village d'origine de Cheikh Omar Foutiyou Tall. C'est l'annonce faite par le chef de l'État qui a pris part à la 53e édition de la ziara annuelle à Louga, omarienne à Louga. Macky Sall, qui a rendu visite au Khalif Thierno Bachir Mountaga Dahatal, s'engage également à achever les travaux de la mosquée omarienne ici à Dakar. Ousmane Beng. Le programme d'accompagnement et de modernisation des cités religieuses se poursuit. Le chef de l'État l'a encore réitéré à l'occasion de sa visite auprès du khalife général de la famille omarienne. Le président Macky Sall a annoncé la construction d'une grande route qui va totalement désenclaver l'île à Morphil. Un tronçon qui partira de Diatar en passant par Paté-Gallo et Podor pour aboutir à Alouar, le village d'origine de Cheikh Omar Al-Foutiyou Tall. Aussi, ajoute-t-il, le gouvernement va réaliser une nouvelle route de Ndioum à Ourossogui. Le financement global de tous ces travaux tourne autour de 90 milliards de francs CFA. Macky Sall a aussi indiqué qu'avec le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, les villages situés dans cette zone du Fouta seront électrifiés et dotés d'eau potable. Par ailleurs, l'hôte du Khalif Thierno Bachir Tall s'est aussi engagé à achever les travaux de la mosquée omarienne à Dakar. Revenant sur sa visite, il a magnifié l'œuvre de Cheikh Oumar. C'est ainsi il a sollicité des prières pour le Sénégal, mais aussi pour la Gambie, non sans inviter le chef d'État gambien à rendre le pouvoir de manière pacifique. Auparavant, au nom de la famille omarienne, le frère du Khalif, Thierno Madani Tall, a souhaité la bienvenue au président Macky Sall, non sans le remercier vivement de son attachement à la famille, mais aussi à tous les foyers religieux. Vous êtes un chef d'État exemplaire et très ouvert à tous les foyers religieux que vous ne cessez de visiter et de soutenir, a dit le porte-parole du Khalif. Cette 53e édition de la ziara omarienne, rythmée par des prières et des chants religieux, a encore drainé beaucoup de monde. Ousmane Beng, Louga, Radio Sénégal. Merci à vous Ousmane Beng. Et puis le feuilleton politico-judiciaire qui se poursuit après la plainte de la direction du PS suite à l'attaque de certains responsables du parti au cours du dernier congrès. Bamba Fall, le maire de la Médina, 8 autres personnes font l'objet d'un troisième retour de parquet. L'audience de la première comparution des socialistes n'a pu se terminer devant le cabinet du doyen des juges. La défense a boycotté l'audience après le refus du doyen des juges d'accorder une liberté provisoire à leurs clients. C'est un reportage de Demba Diaw. Le maire de la Médina, Bamba Fall et compagnie passent le week-end au commissariat central de Dakar. La défense, qui voulait plaider la liberté provisoire pour leurs clients, a boudé le cabinet du doyen des juges. L'avocat défend, assiste son client dès son interpellation. Et dans le cadre de l'exercice de cette défense, l'avocat peut demander à tout moment la liberté provisoire pour son client. Et le doyen des juges a dit qu'il ne donne pas la parole aux avocats. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concertés, nous les avocats de la défense, de Bamba Fall et autres, pour quitter le bureau du doyen, pour boycotter l'interrogatoire de nos clients. Et lorsque nous sommes retirés, il était dans l'impossibilité de continuer à entendre nos clients parce que ce sont des crimes qui sont visés. Et en matière criminelle, la présence de l'avocat est obligatoire lorsque la personne visée est convoquée par le juge. C'est la raison pour laquelle il était obligé de décider un retour au commissariat central. Le bouillant avocat, Maître Ela Diouf, dénonce une violation du droit de la défense. Dans cette affaire, aucun nervi n'a été arrêté. On est allé cueillir des membres du bureau politique qui n'ont rien fait pour les envoyer en prison. Mais ce qui est grave aujourd'hui et qu'on va dénoncer et qu'on dénonce
c'est que les droits de la défense ont été violés. Monsieur le doyen des juges d'instruction a choisi de violer la loi. La loi communautaire, les dispositions pertinentes de l'article 5 du règlement 5 de l'UEMOA. Ces dispositions ont été intégrées dans notre droit positif par l'Assemblée nationale. Les socialistes poursuivis pour tentative d'assassinat, violence et voies de fait et menaces de mort reviennent lundi devant le doyen des juges. Le débat. Le débat, l'émission des partis politiques proposée par la radiodiffusion nationale. Le débat de ce samedi 7 janvier 2017 s'intéresse à deux sujets d'actualité. La modification du code électoral qui fait passer le nombre de députés de 150 à 165, dont 15 pour la diaspora. L'annonce du gouvernement de la reprise du Conseil des ministres délocalisé pour évaluer les réalisations. Pour discuter de ces sujets, Arona Gaye reçoit Alinar Ndiaye, membre du comité directeur et de la cellule de communication du PDS, Pape Mbaye, membre du secrétariat du comité central du PIT, Ousmane Faye, secrétaire général du PDS Djantbi Rénovation, coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République, et Boubacar Siguinessi, conseiller du président de la République, membre de l'APR. 19h06, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Depuis le début de l'année, les Sénégalais payent plus cher le ciment. Une hausse de 3 000 francs sur la tonne, guère appréciée par les consommateurs, encore moins les vendeurs. Les gérants de dépôts soulignent même que depuis que les prix sont repartis à la hausse, les acheteurs se font rares. C'est un reportage de Dior Ndiaye Cissé. Nous sommes dans un dépôt de ciment à la Gueule-Tapée. Des camions qui transportent des sacs de ciment font d'incessants aller et retour. L'augmentation du prix de la tonne de ciment, une hausse qui n'arrange pas les gérants de dépôts de ciment. Depuis son annonce, les clients se font rares. Les clients ne viennent pas. 3 000 à 6 000 à 5 000 francs. On a dit sur les troisièmes du circuit. Nous, on savait que le ciment va descendre, il est augmenté. Très surpris par cette hausse, cet homme venu acheter 10 sacs de ciment s'attendait plutôt à une baisse. On ne peut pas aussi du jour au lendemain augmenter des taxes et sur ce, ces sociétés-là vont répercuter sur la population. Donc sur les prix et tout ça, et ça pose problème. Et du fait de la cherté de la vie et des matériaux de construction, et ça c'est un problème. Pour parer à toute éventualité, les consommateurs réclament la mise en place d'un comité de contrôle des prix du ciment et des matériaux de construction. Il faudra que l'État joue son rôle d'alerte et de contrôle. Et c'est ça qu'on attend d'un État. Un État doit être fort et il doit avoir des armes pour arrêter ce genre de choses. Cette hausse sur le prix de la tonne de ciment a fini de mettre les consommateurs dans tous leurs états. Des consommateurs qui appellent l'État à être plus regardant sur la tarification de ces prix. Dior Ndiaye Cissé. Tout à fait autre chose maintenant à Fass Baye, village situé dans la commune de Darou Khoudoss. Les populations se plaignent de la qualité de l'eau de boisson. Celle-ci est à l'origine de la recrudescence de certaines maladies comme la dysenterie. Les habitants demandent aux autorités de leur venir en aide. Khadioum. L'eau de Fass Boye, pas agréable à boire. D'après les populations de ce village, leur eau n'a pas une bonne odeur, elle n'est pas claire et son goût reste à désirer. La mauvaise qualité de ce liquide précieux a été attestée par une étude déroulée dans la localité. Salou Youm, infirmier chef de poste de Fass Boye. L'eau est incolore, inodore et sans saveur. Mais notre eau est vraiment colorée, très rougeâtre. On a prélevé l'eau, on a amené ça à Dakar et les gens nous ont donné des instructions. Parmi les puits qu'on avait sélectionnés, d'éliminer un puits qui a été sélectionné et que, d'après les analyses, on dit que ça, on ne peut pas l'utiliser même pour se doucher. Cette eau de piètre qualité, utilisée au quotidien par les habitants de Fass Boye, impacte négativement sur leur santé. Ces populations souffrent de plus en plus de dysenterie, révèle l'ICP de la localité. Salou Youm. Le constat que j'ai fait par rapport aux gens qui sortent du village en certains moments et qui reviennent, à chaque fois qu'ils reviennent, ils se plaignent de maux de ventre. Et quand il y a des autres, ils utilisent l'eau, ils plaignent de maux de ventre. Nous qui vivons ici, on a développé une certaine immunité concernant ce problème-là. Maintenant, jusqu'à quand le problème va surgir, va devenir un problème de santé publique? À mon avis, c'est un problème de santé publique à l'heure où nous sommes. Maintenant, les autorités sont au courant. On attend de voir. Diogo, ce village voisin de Fass Boye, souffre aussi de ce problème. Les deux bourgades partagent la même nappe phréatique. Khadioum Thiès.
RTS. Vive tension ce matin à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants ont déguerpi de force les agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD, qui est officier. Ils réclament l'installation des agents du CROUS, c'est-à-dire le Centre des œuvres universitaires de Ziguinchor. Voici les explications de Malik Niang, porte-parole des étudiants. Il est au micro d'Alim Badara Djemé. On a procédé au déguerpissement des agents du COUD qui sont ici à l'université. Parce que nous avons constaté que depuis le mois de janvier, ils sont là et ils sont en train d'inhiber les efforts du CROUS pour démarrer le service minimum ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, ce qu'on a demandé. Et nous voyons que le COUD aujourd'hui ne fait pas ce que nous attendons de lui, c'est de quitter l'université de son propre gré. Comme il ne quitte pas l'université de son propre gré, maintenant nous avons décidé de les chasser de l'université Assane Seck de Ziguinchor. On a confisqué les clés des différents bureaux qui étaient ouverts. Il ne restait que le bureau de Gassama qui refusait quand même de nous donner les clés. Mais nous allons défoncer sa porte pour dégager ses bagages de ces locaux. On attendait des autorités, surtout du ministre Marito Niang, qui est le ministre de tutelle du COUD et du CROUS, de gérer la situation. Mais on a vu que le ministre Marito Niang ne gère pas la situation. C'est comme s'il veut que le CROUS échoue. Et nous, étudiants, nous n'allons pas rester bras croisés à regarder que le CROUS, que nous nous sommes battus pendant 3 ans avec 2 sections uniques, des milliers d'étudiants renvoyés de l'université échoués. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre les devants pour permettre au CROUS quand même de faire son travail. Voilà Malik Niang, le porte-parole des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le COPEGA, c'est le collectif des producteurs exportateurs de graines d'arachide, a fermé hier pour le 2e jour consécutif ses 40 points de collecte d'arachide. Une grève suivie d'un sit-in pour demander au président Macky Sall de revenir sur la taxe à l'exportation. C'est ce que nous dit Dadoulaye Badiane. Ils sont une centaine d'hommes et de femmes brassards rouges attachés à la tête, certains assis à même le sol devant le portail de la station de collecte du COPEGA à Taïba Niassène. Les producteurs affiliés au collectif des producteurs exportateurs de grains d'arachide manifestent leur désapprobation sur les 40 francs à la taxe à payer sur chaque kilogramme de graines exportées. Ils qualifient cette décision de tentative de confiscation de leur gagne-pain. Tamsir Ndiaye, responsable du syndicat des paysans du Sine Saloum. Le gouvernement ne doit pas agir de la sorte. Ça risque de nous entraîner un véritable manque à gagner de 34 milliards. Et le gouvernement aussi, dans tout ça, peut aussi perdre 5 milliards. Les producteurs, très inquiets quant à la suite de la commercialisation, craignent qu'avec le blocage au port, les graines restent entre leurs mains invendues. Babacar Ndiaye et Seyne Boubité, travaillant dans la station de collecte du COPEGA à Taïba. 40 francs, nous demandons que le président de la République diminue la taxe fixée à 40 francs. Ceci pour permettre à chacun de nous de trouver son compte. Il y a une centaine de femmes qui viennent travailler ici. Cela pour gagner de quoi nourrir la famille. Aujourd'hui, le président Macky Sall doit nous aider à réussir cette lourde tâche. Ces producteurs affiliés au collectif des producteurs exportateurs de graines d'arachide demandent au président de la République de revenir sur la décision, ce qui, selon eux, ne fera que consolider sa volonté de faire des paysans des agriculteurs avec un revenu honorable à la valeur de leur labeur. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Le calvaire des usagers de la route Tambacounda-Bakel, il faut dire que le tronçon est dans un état de délabrement avancé. C'est un axe long de 250 km, mais les véhicules peuvent y passer plus de 6 heures. Chauffeurs, transporteurs et passagers appellent les autorités à réfectionner cet axe du reste très fréquenté par les automobilistes à Damalaï. Les usagers de la route Tambacounda-Bakel empruntent malgré eux ce tronçon distant de 250 km et qui est dégradé à 95%. C'est une route qui n'offre plus de bonnes conditions de voyage. Elle est essentiellement couverte de nids de poules empêchant les voitures de rouler correctement. C'est un véritable calvaire que passagers et chauffeurs vivent à bord des véhicules qui font ce trajet. Bakel, on faisait ça. Moins de 250 km, on le faisait à moins de 4 heures de temps. Mais actuellement, tu peux faire ça 6 heures de temps ou 7 heures de temps pour arriver à Bakel.
À chaque moment que tu viens ici, tu es dans les gares en réparation. Imaginez, tu payes le ticket à 5 000 francs. D'ici Kidira, tu fais 2 heures de temps ou 3 heures de temps en route. C'est très difficile. Le gouvernement du Sénégal doit, dans les plus brefs délais, réhabiliter cette route qui est un trafic international très fréquenté par les camions gros porteurs en partance ou en provenance du Mali. On veut vraiment qu'on répare cette route. Vraiment, la route là n'est pas bonne, quoi, sincèrement. Vraiment, je veux qu'on répare cette route là. C'est ça. En tout cas, ici à Tambacounda, si on veut se rendre à Bakel, on se soucie d'abord de sa santé avec l'état de la route qui laisse à désirer. Ensuite, aux risques d'accidents qui sont énormes à cause de la divagation des ânes et des vaches qui peuvent à tout moment traverser la route, surtout entre Kidira et Bakel. Adamalay, Tambacounda pour Radio Sénégal. Le ministre de la Santé, Awa Marie Coll Seck, propose la mutation de certains postes de santé catholiques en centres de santé pour pouvoir bénéficier de certains médicaments. Le professeur Awa Marie Coll Seck a assisté au lancement des activités du Jubilé d'or de l'Association nationale des postes de santé catholiques. À cette cérémonie, il a annoncé l'ouverture d'un complexe de santé. L'association, il faut dire, a fait état de plus de 5 000 enfants vaccinés et 260 000 cas sociaux pris en charge, nous dit Jamila Esther Sandrine Colli. 50 années à former des sages-femmes, 50 années à aider à donner la vie. Des témoignages qui en disent long sur l'assistance des postes de santé catholiques à l'endroit des populations qui se rappellent des débuts. Elles demandaient 25 francs, et après elles ont demandé 100 francs, et après elles ont demandé 200 francs. 50 ans déjà que l'Association nationale des centres de santé catholiques est au chevet des populations les plus démunies. Sa présidente, sœur Angèle John. Le nouveau complexe, pour le moment, nous pensons à cette grande maternité catholique et ensuite à une école de puériculture. Ce pour être en phase avec le slogan Santé pour tous et aller au-delà des résultats déjà engrangés. Sœur Angèle John. En 2015, 5044 ont été complètement vaccinés. La prise en charge des malnutris est de 22 841. Les cas sociaux, 268 300. 50 ans d'action en faveur des malades, une initiative qui s'inscrit dans la fidélité de l'enseignement de Jésus de la vie de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Jésus déclare, chaque fois que vous avez fait du bien à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutefois, l'approvisionnement en médicaments est très souvent un problème, d'où la proposition du ministre de tutelle, Awa Marie Coll Seck. Il faudrait voir si ça peut être un poste de santé peut-être amélioré, ça peut être un centre de santé, ce qui permettra à la pharmacie nationale d'approvisionnement de donner certains produits, notamment de spécialité. L'Association nationale des centres de santé a été créée en 1967 par le professeur Marc Saint-Calais. Elle compte 75 postes de santé dans les régions du pays, sauf dans la région de Matam. Avant le sport, cette nouvelle internationale, une fusillade qui a eu lieu ce vendredi dans l'aéroport international de Floride, dans le sud-est des États-Unis. Un homme a ouvert le feu, faisant une dizaine de victimes avant d'être interpellé. Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant, d'autres étant regroupés sur le tarmac de l'aéroport. Selon des images télévisées diffusées en direct, les faits se sont déroulés dans la zone de récupération des bagages. Il peut dire que de nombreux véhicules de secours et de la police ont été déployés selon des images diffusées à l'instant par les chaînes d'information américaines. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Les sports, c'est lui, c'est Benoît Badiane. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Sadi. On va parler des préparatifs liés à la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Gabon dans moins de 8 jours maintenant. Tout à fait, dans moins de 8 jours, jour J-8, et les Lions du Sénégal ont effectué cet après-midi leur première séance d'entraînement à Brazzaville sous une forte pluie. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Abi Diallo. Bonsoir. Bonsoir Benoît, vous l'avez dit, c'est une forte pluie. Les Lions sont toujours dans ce stade, dans ce complexe, donc où ils poursuivent la séance d'entraînement. Une séance qui dure, en tout cas, on est là depuis 1 heure, 2 heures
2 heures, voilà, ils s'entraînent depuis 2 heures, les Lions. Alors, ils sont scindés en 3 groupes, un groupe de 8, un groupe de 12. Ils donc sont avec le préparateur physique, avec ICC aux courses de fond. Les 3 autres gardiens sont coachés par Tony Silva. Et signaler que Karambot et Cheikhou Kouyaté, qui se sont entraînés en solo avant de rejoindre le groupe, ont finalement été managés par le coach. Ils sont là assis tranquillement à suivre les autres joueurs qui s'entraînent. Et Sadio Mané, on vous l'avait dit, les autorités, plutôt les fédéraux étaient partis chercher à l'aéroport. Il est là, mais il ne s'entraîne pas, il ne fait que suivre l'entraînement des Lions. Et on signale que le match avec la Libye est prévu donc pour le dimanche à 20h. Et signaler également que les Libyens se sont entraînés un peu plus tôt avant les Lions Benoît. Voilà, merci beaucoup Abi Diallo, notre envoyé spécial à Brazzaville. Abi, donc on va la retrouver dans nos prochaines éditions. Sadio Mané qui est bel et bien avec le groupe. Il vient d'arriver en provenance d'Abuja où il a assisté au gala de la CAF avec Mahrez qui a été sacré ballon d'or africain. Sadio Mané qui a terminé à la 3e place. Il faut rappeler que le match amical entre le Sénégal et la Libye est prévu donc dimanche, comme l'a dit Abidjan, le 8 janvier, match prévu à partir de 19h heure de Dakar pour la première donc sortie des Lions en match amical. L'autre match amical des Lions du Sénégal en préparation est prévu le 11 contre les Diables Rouges du Congo. Le Sénégal va jouer son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe B. Ce sera dimanche 15 janvier contre la Tunisie à partir de 19h. Et Ibrahim Sadi, Cheikhou Kouyaté et compagnie pourront également compter sur le 12e Guinée de Libreville au Gabon qui s'est déjà mobilisé. Abi Diallo, notre envoyé spécial en escale à Libreville, a tendu son micro à ces inconditionnels des Lions du Sénégal. Nous les écoutons. Nous allons nous mobiliser, aller à Franceville et supporter nos Lions. Il y a des pôles qui se réunissent pour faire des caravanes, pour partir, tout ça là. Voilà. C'est au niveau de l'ambassade que les gens font ça, quoi. Parce qu'il y a une communauté directeur ici, là, depuis Libreville. Ils vont communiquer avec les gens de Franceville. Là, le jour J, les gens vont se mobiliser. L'ambassade va faire les frais pour qu'on puisse faire le déplacement depuis là-bas. Parce qu'ici, à l'ambassade, depuis qu'on a annoncé qu'on va faire ici la CAN, il y a des cotisations qui se font, quoi. Mais après, avec l'appui de l'ambassade, il y a des gens qui vont partir. Il y a un comité de supporters ici, là. Même moi, je fais partie de ça. À Franceville, il n'y a pas tellement une grande communauté sénégalaise. La majeure partie des gens sont ici à Libreville et à Port-Gentil. Mais ça ne fait pas que les gens vont se déplacer. On leur demande seulement, là, cette fois-ci, là, vraiment de nous honorer. D'honorer le maillot national, de mouiller le maillot. On est sénégalais, on est fiers aussi de eux, quoi. On a demandé Lyon seulement, il fait effort pour quand même on prend coupe là. Nous tous aussi on prie pour eux pour on gagne coupe là, quoi. Voilà, c'était quelques supporters sénégalais à Libreville où on avait fait escale notre envoyé spécial Abi Diallo à Brazzaville. Présentement, rappelons que la CAN c'est du 14 janvier au 5 février donc 2017 et la première sortie des Lions du Sénégal est prévue dimanche 15 janvier dans le groupe B contre la Tunisie à partir de 19h. En football chez nous, Ibrahim Sadi, la 10e journée avancée de la Ligue 2 se dispute en ce moment depuis 17h30. Dakar Sacré-Cœur reçoit l'Olympique de Ngor au stade de Demba Diop. Un peu plus tôt, le Dakar Université Club s'est imposé devant Etix de Mboro 2-0. Suite samedi et dimanche en Ligue 1 aussi. On joue la 10e journée samedi et dimanche en basketball, le 6e tour de National 1. 2 matchs avancés ce soir. Ville de Dakar, Don Bosco chez les dames et Asfa qui reçoit Union Sportive de Wakam chez les garçons. C'est tout pour les sports. Ibrahim Sadi. Merci à vous. Benoît Badian. Le dossier genre de la rédaction. Les violences basées sur le genre, un phénomène très répandu dans les régions sud du pays, dont Tambacounda. Dans cette partie du Sénégal, elles se traduisent par des mutilations génitales. Pour éradiquer ces pratiques néfastes, le comité régional de lutte contre les mutilations génitales féminines multiplie les rencontres de sensibilisation. C'est un dossier signé en Soumana Sadio. Du fait de leurs répercussions considérables dans les régions sud-est du pays, les violences basées sur le genre, plus particulièrement les mutilations génitales, constituent un véritable problème de santé publique qui mérite l'attention de tous. C'est ainsi que le comité régional de lutte contre ces phénomènes multiplie rencontres et sensibilisations dans l'ensemble de la région de Tambacounda pour une éradication de cette pratique. Madame Koli Mabinta Sambou, responsable du bureau régional de l'éducation pour la santé. Sur le terrain, on constate que l'excision est encore
encore là. Les mutilations génitales sont encore là dans notre région de Tambacounda. C'est la raison pour laquelle l'UNFPA, qui est notre partenaire dans le domaine de la santé et de la reproduction, nous a donc appuyé, qui est quand même d'une envergure capitale parce que ça porte atteinte à l'intégrité de la femme, surtout des filles. On a voulu présenter l'argumentaire médical parce qu'il y a des séquelles que la femme peut avoir donc à l'issue donc de cette pratique donc de l'excision. Pour l'accélération de la cadence, les autorités sont plus que jamais engagées à porter le combat de l'abandon des mutilations génitales féminines dans la région de Tambacounda. Awandia Diop, adjointe au gouverneur chargé du développement. On a des lois qui répriment les MGF. Ce sont les femmes elles-mêmes qui procèdent à ces mutilations et à mon avis, elles ne sont pas des ados. Donc c'est parce qu'elles sont convaincues de bien faire que ces pratiques sont encore de mise. Donc il faut surtout insister sur la sensibilisation. Donc les amener à prendre conscience du caractère néfaste de cette pratique et puis donc les inciter à l'abandon de l'excision et autres mutilations génitales faites aux femmes. Imam Ababacar Sow di imam ratib fii ci Tambacounda ci quartier Plateau. L'islam ci boppam nag ci wàll gi nga xam. L'islam n'a jamais obligé quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Chacun a libre choix, donc pas d'obligation à ce niveau. moo taxoon alxuraan di wax naan la ikraha fi diini qad tabayyana rushdu min al-ghayy faman yakfur bi taaxuuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati l-wuthqa. ne dugg néegu. Chez les Wolof, on parle de case de l'homme, mais jamais de case de la femme. dugg néegu góor daal lan xamoon. Les désormais anciennes exciseuses sont enrôlées dans la sensibilisation afin de toucher celles qui s'adonnent toujours à une telle pratique et qui pour la plupart traversent la frontière. maa ngi tudd Barakante parce que ñun dañ koo fekkoon ci suñu maam doon jongal xale waaye nag mii sama pap buy doon dem duñ jong. Ce sont nos ancêtres qui ont pratiqué l'excision et nous le faisons. Mais puisque on nous demande d'arrêter, nous l'acceptons. Mais il faut des mesures d'accompagnement parce que c'était une source de revenus pour nous. D'ailleurs, une mission de la direction de la femme a séjourné à Tambacounda pour un partage du plan d'action national qui vise à contribuer à l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains dans le cadre de la réalisation du plan Sénégal émergent. Madame Koumba Thiam, directrice nationale de la femme. Beaucoup d'activités sont déroulées à Tambacounda. Il y a 3 axes stratégiques. D'abord, il y a un axe stratégique qui va parler de tout ce qui est texte législatif qu'il faudra harmoniser. Il y a un autre axe stratégique qui va parler de la prévention et de la prise en charge des victimes et des survivantes. Et il y a un 3e axe qui prendra tout ce qui est suivi, évaluation et coordination. Madame Koli Mabinta Sambou. Quand une femme est excisée, psychologiquement elle est diminuée. Quand elle est excisée, corporellement aussi, elle est diminuée parce qu'il y a quelque chose qu'on enlève à elle qui est capital. Parce que les organes génitaux de la femme jouent un rôle important. Chaque organe joue un rôle important. Une enquête démographique et de santé parle donc de 47,2% de filles mutilées dans les régions sud, dont Tambacounda. Awandia Diop, adjointe au gouverneur chargé du développement. Nous devons faire des campagnes de sensibilisation au niveau des établissements scolaires, sensibiliser les enfants. Ce sont eux qui vont après porter le combat, impliquer les hommes religieux et élaborer des plans d'action pour vraiment aller vers les victimes. L'essentiel, c'est qu'on arrive à l'abandon de la pratique. Babacar Ndaou, chef service régional du développement communautaire de Tambacounda. Davantage sensibiliser les populations, les autorités sur la nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes et plus particulièrement l'abandon de l'excision au niveau de la région de Tambacounda. Bon, la situation quand même, elle est assez préoccupante parce que si vous remarquez, il y a quelques grandes régions où l'excision est pratiquée. Et parmi ces régions, Tambacounda fait partie. Force est de constater que l'impact néfaste des violences basées sur le genre, en particulier les mutilations génitales sur la vie et la santé physique et morale des femmes et des filles, installe un frein à leur épanouissement et limite leurs opportunités sociales, politiques et économiques. Ansoumana Sayo, Tambacounda pour Radio Sénégal. Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse, c'est une présentation d'Aaron Diouf. Le deuxième retour de parquet pour Bamba Fall et compagnie à la une de la presse du jour. Les derniers réglages ont tardé à être effectifs, indique l'Observateur. Et c'est dans l'après-midi, explique le journal, que le doyen des juges Samba Fall a hérité du volumineux dossier. Et tout indique, informe Walf Quotidien, que le maire de la Médina et ses acolytes présumés seront placés sous mandat de dépôt aujourd'hui face aux juges. Aujourd'hui, après 2 retours de parquet, Bamba Fall et compagnie attendent leur inculpation, renchérit le Quotidien, qui cite maître Aïssa
Aïssata Tall Sall, qui estime que le maire de la Médina et ses camarades n'échapperont pas à une inculpation. Dans les détails, l'Observateur quotidien nous explique que dans un autre sens, le ministère public a demandé la levée de l'immunité parlementaire de la députée Aminata Diallo pour qu'elle puisse être poursuivie dans le cadre de cette affaire. Et Malick Dieng en fuite qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Ainsi, c'est le choc des ambitions, estime le quotidien dans son analyse de ces événements au Parti socialiste. C'est le choc des ambitions, mais aussi une guerre asymétrique, indique Sucre Salé, pour qui ce dossier qui échappe au bureau politique du Parti des Verts de Colobane est en réalité un véritable mélodrame où des camarades ont décidé de commettre des camaradicides, un néologisme de mon confrère au nom de la conquête du pouvoir ou de la préservation de leurs avantages. La Tribune et son biétiste qui regrette ce qu'il qualifie d'excès y voit toujours la main du pouvoir. Birima qui estime que c'est évident que le pouvoir actuel veut freiner l'arrière du maire de Dakar, même si une telle démarche peut être comprise dans un contexte de lutte acharnée, de conservation et de recherche effrénée du pouvoir. Les moyens utilisés, fustige mon confrère biétiste, ces moyens-là dépassent de loin la limite de l'acceptable. Et puis la presse qui rend hommage ce matin à Abou Bakri Mbodj, le secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO, décédé hier en France. La société civile sénégalaise, écrit Le Soleil, perd un de ses ténors. Pire, les couches vulnérables et autres personnes en quête de justice et de liberté, poursuit le quotidien national, viennent de perdre un défenseur de leur cause. Avec ce décès d'Abou Bakri Mbodj de la RADDHO hier, Walf Quotidien estime que c'est aussi Karim Wade qui perd un de ses défenseurs. Socio-anthropologue Abou Bakri Mbodj était depuis 2012, rappelle enquête le président de la RADDHO, sincère, courageux, généreux. Les qualificatifs ne manquent pas dans les colonnes de vos journaux pour décrire feu Abou Bakri Mbodj. Et c'est pourquoi l'UNTIN estime aujourd'hui dans la presse de ce matin que l'homme mérite l'hommage à la fois des organisations de la société civile avec lesquelles il a travaillé ici au Sénégal et ailleurs dans le monde, lui, et qui mérite aussi, selon enquête, les hommages de la nation. Voilà, la revue de presse signée Aaron Diouf met un terme à cette édition.